Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bienvenue sur la web TV du Journal Toulousain, mais également sur les ondes de Radio Axe Sud pour ce nouveau rendez-vous de Zoom sur l'actu avec tous nos chroniqueurs préférés. Et comme c'est le début de l'année, ils sont tous là, mis à part Stéphane Beaumont qui est resté à la maison bien au chaud. Patrick Aubin, mes respects, meilleurs vœux. Bonsoir Thomas. Meilleurs vœux, donc parti libéral démocrate. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est l'extrême centre, c'est ça. Exactement. Donc chef d'entreprise et élu à Tournefeuille. Et chroniqueur économique du Journal Toulousain. Pierre-Nicolas Bapt. Meilleurs vœux aux auditeurs et aux auditrices. Pierre-Nicolas Bapt. Bonsoir Thomas et bonsoir à nos... Enfin bonjour même à nos auditeurs. À nos auditrices, c'est ça que vous alliez dire. Ça dépendra à quelle heure ils vont nous regarder ou nous écouter. Donc Pierre-Nicolas Bapt, secrétaire départemental du Parti radical de gauche. Oui. Conseiller municipal délégué à Colomiers. Oui. Et bien plus encore. Ça suffira. Ça suffira. Mais quand même, bonne année à tous et à toutes. Bon, Rémi Vincent, nous continuons encore plus à gauche avec Rémi Vincent qui fait partie du Conseil national du Parti de gauche. Exactement, de Jean-Luc Mélenchon. Mes meilleurs vœux. Ça va bien, Rémi? Ça va très bien. Tout va bien? Tout va très bien. Bon, les auditrices, vous les saluez aussi? Je m'exprime aux auditeurs et auditrices. Très bien, merci Rémi. Johan Rovita. Non, parce que l'autre fois, je me suis trompé, donc je m'excuse auprès de la maman de Johan. Donc c'est Johan Rovita, membre du Conseil national des jeunes populaires, donc des jeunes de l'UMP. Oui. Johan est un peu malade. Un peu. Bon, ça va aller. Mais Pierre-Nicolas aussi, donc tout va bien. Si ça va mal... Je ne dis pas tout, Thomas. Bon, messieurs, on divise, comme d'habitude, l'émission en deux parties, avec les sujets nationaux et les sujets locaux. Sujets nationaux où, bien sûr, nous allons reparler de Depardieu et des exils fiscaux. Nous parlerons également de l'emploi, enjeu numéro 1 pour les Français, et avec François Hollande qui a fait de l'emploi sa priorité pour 2013. Nous parlerons ensuite en deuxième partie d'émission, donc des sujets locaux et d'un sujet local. 2013 va marquer le début des campagnes municipales et nous allons faire un point sur ce qui va se passer à Toulouse. Ça vous va, messieurs ? C'est parfait. Bon, je vous sens en forme, je vous sens bien. On va commencer par Depardieu et les exils fiscaux. Alors Depardieu qui devait être belge, puis finalement qui est devenu russe, tout en restant français. Patrick Aubin, qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, pour la question de changement de nationalité, c'est pas un problème. On est tous des êtres humains, donc la nationalité, c'est par hasard. Je suis un citoyen du monde, a-t-il dit. Exactement, et il a raison. On est tous des êtres humains, et donc à ce niveau-là, il n'y a pas de difficulté. Bon, par contre, pour en revenir au fait pourquoi il est parti, finalement, on a le droit, je pense, dans un pays libre, d'être égoïste. On a le droit aussi de partir. À partir du moment où on est dans un pays libre. C'est le propre des dictatures, en fait, de ne pas pouvoir partir, de retenir les gens. Dans les dictatures... Après, il y a une conception qu'on se fait de la vie aussi, Patrick. Oui, mais... On a le droit d'être égoïste, mais le faut-il ? Oui, mais c'est pas amoral d'être égoïste. Ah, mais moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Quand on crée des richesses, comme Depardieu a pu le faire, et qui, en créant des richesses, en fait, il permet aux autres aussi de pouvoir vivre et de s'enrichir. Donc, il crée des emplois par ailleurs. Donc, il n'est pas uniquement égoïste que pour lui. Il le fait en fonction d'autres individus qui peuvent partager à ce moment-là les richesses qu'il a créées. Et en fait, c'est le propre des dictatures d'empêcher les gens de partir. On s'aperçoit effectivement que lors de ce départ, certains députés ont notamment un certain Yann Gallu qui a mentionné que notre ami Depardieu, on devait le déchoir de sa nationalité. Enfin, moi, c'est pas mon ami. Oui, non, mais on devait le déchoir de sa nationalité. Ensuite, on en a eu un autre qui a dit on va lui confisquer aussi ses biens. Ce sont donc deux députés PS. Le deuxième, c'était Jérôme Lambert.
Et donc, sur de telles choses, moi j'ai vu ça que... Et le Premier ministre qui a dit que son attitude était minable. Minable, oui, tout à fait. Bon, ça, c'est encore autre chose. C'est que des mots. Par contre, effectivement, il y a à se poser la question de savoir si la France est toujours un pays libre. Quand on a des députés comme ça qui s'expriment de cette manière-là, on a entendu ça dans d'autres temps. Et aujourd'hui, on se trouve effectivement confronté à une situation, je dirais, politique où les individus viennent stigmatiser des personnes, effectivement, qui sont libres de pouvoir partir et vouloir les retenir. Donc pour vous, Depardieu fait ce qu'il veut. Depardieu fait ce qu'il veut. D'accord. Personne n'a dit le contraire. Donc Pierre Nicolas. Et il fait ce qu'il veut de ses biens, d'ailleurs. Il fait ce qu'il veut de ses biens. Alors, Depardieu, oui, alors sauf que Patrick, il est là aussi pour participer au bien commun. Mais le bien commun, ça n'existe pas, le bien commun. Ah, mais le bien commun existe, bien sûr. Non, le bien commun, ça n'existe pas. Alors, on va voir ce qu'en pense votre voisin, Patrick. Pierre Nicolas, Alors, tout d'abord, est-ce que Depardieu a le droit de s'exiler ? je pense que l'option belge n'est pas encore levée de la part de Depardieu. Parce que si j'ai bien compris hier, quand il s'est exprimé au Monténégro, il a dit qu'il pouvait être à la fois russe, belge, mais est-ce qu'il a rendu son passeport français ? Parce que ça aussi, c'est un acte... Ah mais non, C'est un acte volontaire de rendre son passeport français. Ah non, mais peut-être, mais Donc- il n'a pas dit qu'il le rendait, Pierre Non, Nicolas. mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, a priori, il a déjà une double nationalité, franco-russe, comme les Flamands. Mais peut-être qu'il pourrait prendre aussi la nationalité belge. Ceci étant, au-delà de Depardieu, on pourrait parler aussi des exilés fiscaux de manière plus générale. Moi, j'ai un peu de mal quand même, quand on est natif d'un pays, de ne pas participer à l'effort global du dit pays. J'ai du mal à considérer qu'une personne puisse s'exiler. Après, Ah mais ça veut dire que contrairement à Patrick, il y a un bien commun. je pense qu'il y a un bien commun qui s'appelle, pour moi, c'est la patrie. Mais après, chacun voit la patrie là où il veut. Mais voilà, après, moi, ce que je regrette, c'est les autres exilés. On a parlé notamment de Tsonga. Le cas de Tsonga, puisque c'est un exilé professionnel, puisque ça, c'est la porte-parole du gouvernement qui a signalé, en comparant le cas de Depardieu et le cas de Tsonga, qu'il y avait dans un cas, c'était quand même une affaire politique, et dans l'autre, c'était un exilé professionnel. Moi, je serais très clair, hein, le type s'exile fiscalement, il n'est plus natif de l'endroit où il ne paye plus ses impôts. Puis voilà. Mais c'est pas, après, c'est un choix. Il fait aussi un choix. Voilà, pour moi, c'est un choix. Libre choix à lui de savoir où il veut payer ses impôts. Donc, libre choix à la patrie dont il est issu, de lui enlever ou pas. Pas de lui étatiser ses biens, de lui enlever sa nationalité. Voilà. Rémi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire ? Non, bah alors, l'affaire Depardieu, c'est d'abord une affaire individuelle. Genre, on est tous d'accord autour de cette table, on fait ce qu'on veut et il n'y a que les dictatures qui empêchent leurs ressortissants de quitter leur pays. Donc il y a un point commun entre Rémi bien Vincent sûr, et Patrick évidemment, Aubin. hein. Donc c'est le seul de l'émission, donc je le note. Et pour longtemps. Non, mais on va pas interdire l'émigration des gens. Ceux qui veulent quitter leur pays le quittent. C'est une question de morale personnelle. Pour Patrick, il n'y a pas de morale autre que son intérêt personnel. Il n'y a pas d'intérêt général. C'est un point de vue philosophique et politique qui peut se défendre. Ça n'est absolument pas le mien. Je suis un patriote et un socialiste, donc j'estime qu'il y a un bien commun qui est au-dessus des intérêts personnels. Pour moi, quand on aime sa patrie et quand on lui rend un petit peu, quand on veut lui rendre un petit peu de la monnaie de sa pièce pour tout ce qu'elle lui a donné depuis le début et ce qu'elle continue à donner à ses enfants, on la quitte pas quand elle va mal. Je préférais Depardieu quand il jouait Danton dans un film et qu'il insultait les émigrés au nom de l'intérêt de la patrie. J'ai une seule chose à dire à ces riches égoïstes, qu'ils s'en aillent, on fera sans eux. Après, d'une question politique et pas... Ça c'est dit. D'un point de vue politique et pas individuel, pourquoi ne pas faire comme les États-Unis qui ont mis en place le système de la taxation différentielle ? C'est-à-dire que quand on part à l'étranger, on paye quand même la différence. Un Français qui irait à l'étranger paierait quand même autant d'impôts que s'il était resté en France. Ça me semble normal parce qu'il a contribué, il a perçu de l'argent de la patrie, il a perçu des services de la patrie. C'est normal qu'il continue à lui rendre tant qu'il est français en tout cas. Sur la question de fiscalité, on voit bien que le gouvernement est dans une impuissance totale et ridicule. Il est pétrifié par les enjeux. Il oscille entre être à gauche mais pas trop, être à droite mais pas trop pour assurer les marchés sans les effrayer, pour quand même dire qu'on est à gauche mais sans non plus l'être trop, parce que être trop Mélenchon, ça ferait peur au marché. Nous, au parti de gauche et au front de gauche, on avait la proposition d'un revenu maximum.
On estimait qu'à partir d'un certain niveau de revenu, quand on a beaucoup, on n'a plus besoin de plus. Voilà, il y a un niveau de décence dans un revenu. On avait fixé ce revenu à 30 000 euros par mois. Donc au-dessus, c'est une tranche d'impôt à 100%. D'accord, Rémi, mais est-ce qu'avec une telle politique, tu prendrais pas le risque qu'il y ait plus d'exilés fiscaux au bout du compte ? Mais ou est-ce que tu t'en fous le problème des exilés fiscaux, c'est que ce sera toujours marginal. On ne va pas perdre 10 millions, 15 millions, on ne va pas perdre les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation, c'est les travailleurs, c'est les citoyens qui votent, c'est les fonctionnaires qui font vivre les institutions. On n'a pas besoin de riches. Un riche ne sert à rien. Les riches d'aujourd'hui n'investissent pas, placent et se nourrissent des dividendes sur le dos des travailleurs qui, eux, produisent la vraie richesse. Moi, je suis personnellement socialiste et j'estime que ce n'est pas aux capitalistes et aux riches, aux actionnaires, de décider de l'alpha et l'oméga d'un gouvernement, surtout par le chantage. Je trouve ça odieux. Voilà, le PS est impuissant et n'est pas capable, le PS, en tout cas et tout le gouvernement, n'est pas capable d'avoir une politique ferme. Ils sont pétrifiés. C'est un gouvernement qui tient par la peinture et qui ne tardera pas à s'écrouler. Bon, décidément. On finit le tour de table avec Johan. Déjà, la situation personnelle de Depardieu, cette médiatisation sur ce cas précis, ça t'inspire quoi ? Je pense que c'est une belle polémique qui a été montée à la fois par les politiques. Parce que pourquoi Depardieu ? Pourquoi plus Depardieu que Tsonga, que Johnny Hallyday ? Je ne comprends pas en fait l'acharnement très récent contre Depardieu. Je pense que c'est quelque chose qui a été monté d'une part par les politiques, parce que pendant qu'on parle de Depardieu, il y a plein de sujets qu'on évite, et quelque chose qui est monté par les médias. C'est Depardieu, c'est quand même un de nos principaux acteurs, c'est la classe française. Et Depardieu qui part en Russie, en Belgique ou ailleurs, forcément ça fait mal. Mais on ne se pose pas les bonnes questions de savoir pourquoi Depardieu s'en va. Pourquoi on a autant d'exilés fiscaux ? Je lisais qu'il n'y a pas de chiffres exacts sur le nombre d'exilés fiscaux depuis l'élection d'Hollande, mais il y a beaucoup de cabinets fiscalistes parisiens qui parlent de 5000 environ personnes qui auraient quitté la France depuis Hollande. Les vraies questions, c'est qui sont ces personnes ? C'est pas que des Depardieu, c'est pas que des milliardaires qui quittent la France. On a beaucoup de retraités, on a beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises. Pourquoi ils quittent la France ? Est-ce qu'ils partent vraiment pour aller habiter en Russie ? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une vraie réforme fiscale ? Égoïste, on l'a dit tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, je pense. Il faut se poser les questions de savoir pourquoi ils s'en vont. Je pense pas que Depardieu, qui a vécu très très longtemps en France et qui a participé à l'effort national, je pense pas que ça soit de l'égoïsme. Je pense que c'est une vraie réflexion à avoir sur la politique fiscale française, tout ce que est en train de faire ce gouvernement qui est scandaleux et qui tue petit à petit tous nos créateurs d'entreprises et toute la puissance française, que ce soit un acteur, que ce soit un chef d'entreprise. Alors pourquoi il y a autant d'étrangers qui investissent ? Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est un débat qu'on peut avoir dans l'autre sens. Après, est-ce que tu penses que Depardieu... est-ce que vraiment c'est de l'égoïsme ? Est-ce que vraiment il a dit que c'est parce qu'il voulait, il payait trop d'impôts en France, donc il a justifié. Il ne faut pas chercher d'autres raisons. Oui, il a dit je paye trop d'impôts, je m'en vais. Oui, d'accord. Enfin, il faut voir tout ce que Depardieu a donné à l'État français aussi avant de partir, quand même. Il a donné moins à l'État français que l'État lui en a donné. Il a donné 145 millions d'euros au fisc en 40 ans. Il n'a pas donné, il a a contribué à l'effort national et à la solidarité nationale. Tout est dans la sémantique. Des routes, des écoles, des hôpitaux, des minima sociaux. mais excusez-moi, mais en fait, si on prend un cadre moyen, quand même, il contribue aussi à la hauteur de ce qu'il gagne par ses impôts. Alors après, on peut discuter de savoir... Ah ben si, excuse-moi Patrick. En proportion. Ben si, on contribue tous, parce qu'il n'y a pas non plus 50 millions de Depardieu qui ont contribué à hauteur de 147 millions. Toutes les petites gens contribuent à un moment donné, quand même. Alors Patrick, je te vois souffler. Non, mais moi, ça me rappelle des images là de l'ancienne Union soviétique. On est même en train, il y a le grand. Non, mais on est sur des trucs où on contribue effectivement le communisme à fond. On est même encore là, j'entends parler de patriotisme et tout ça, avec les débats d'ailleurs sur les homosexuels. Je suis sur le truc patrie, famille, travail. Ça me rappelle là, quelque chose là qui sonnait. Et tout ça, ça me rappelle aussi le national-socialisme. Donc, aujourd'hui... Ça, c'est quand même un vieux melting pot national-socialiste communiste. Donc, oui, parfaitement. On est là-dedans, dans le patriotisme. Là, on est parfaitement dans le national-socialisme, où on mobilise, en fait, les individus sur cette histoire de patriotisme. Et ce qu'on arrive, effectivement, aujourd'hui, à déclencher chez les gens, c'est des réactions de plus en plus violentes, à la fois chez les patrons d'entreprise, chez les salariés. Et donc, chez tout le monde, même chez les fonctionnaires, à la limite, à un moment, on va en déclencher. Parce qu'effectivement, on ne peut plus continuer comme ça dans les dépenses publiques inutiles. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses publiques qui sont inutiles chez nous en France. Mais alors, Patrick, par contre, sur l'attaque
de Rémi sur le fait qu'au final, ça reste marginal. Ces chefs d'entreprise ou ces millionnaires qui s'en vont. Qu'est-ce que tu réponds ? Non, ça ne reste pas marginal. C'est quand même très... si on dit que c'est marginal, c'est ridicule. Ce qui est peut-être marginal... Non, mais c'est ridicule de dire que c'est marginal. Tous les chefs d'entreprise, à ce moment-là, vont se sentir, à travers ça, vont se sentir vexés et vont dire, mais nous, on va partir. Aujourd'hui, il n'y a pas que... On fera sans eux. Et si les numéros 1 s'en vont, on fera avec les numéros 2. On va faire dans la misère. C'est ce que l'on va arriver, en fait, à réaliser. Donc, moi, ça me rappelle, et en fait... Vous avez les chevilles qui enflent. Vous n'êtes pas les sauveurs, vous, les chefs d'entreprise. On n'est pas les sauveurs, on n'a jamais dit ça. C'est les travailleurs qui créent les... Non, c'est les travailleurs. Vous ne créez pas de richesse, c'est les travailleurs qui créent les richesses. Mais voyons, allons. Les automobiles, c'est les travailleurs qui créent les automobiles. Mais ce n'est pas les travailleurs qui les créent. Voyons, allons. C'est pas votre compte en banque qui crée des richesses, monsieur Aubin. J'ai jamais dit que c'était le compte en banque. J'ai jamais dit que c'était le compte en banque. Donc, il y a des façons... Je sens qu'on va finir par parler du 4x4 de Patrick Aubin. Mais si vous étiez pauvre, vous ne seriez pas libertarien. Ça vous arrange, vous défendez votre propre intérêt. Aujourd'hui, j'ai jamais dit que j'étais riche non plus. Donc là, il vaut mieux... Je suis peut-être encore moins riche que vous. Alors, il vaut mieux éviter de parler de ce genre de choses. En fait, moi, ce que je constate aujourd'hui, de toute façon, c'est que au lieu d'avoir des chemises brunes aujourd'hui, on a des marinières, effectivement, qui s'affichent. C'est tout. Ah, ça c'est sûr, ça par contre. Alors par contre, Patrick, tu viens d'évoquer donc la problématique de l'emploi, quelque part. La transition est facile, puisque dans sa cérémonie des vœux, ou en tous les cas dans les vœux qu'il a formulés aux Français, François Hollande a fixé 2013 comme l'année de l'emploi, et il s'est donné 1 an pour inverser la courbe. Pierre Nicolas, est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on n'est pas dans le rêve absolu, le fantasme Non, je pense que c'est faisable parce que avec le crédit... C'est pas ce que disent les économistes. Je pense que c'est faisable parce que d'abord il y a la conjoncture qui est en train de changer, doucement mais sûrement quand même. Il faut aussi le savoir. Le moral des ménages va un peu mieux des Français, donc sont peut-être plus enclins aussi à consommer. Et alors, je suis désolé, mais on va recommencer. Il y a le problème de la croissance, quand même. D'accord, mais c'est vrai que c'est aussi par un phénomène keynésien qu'on va essayer de relancer la croissance. Mais oui, mais c'est les vieilles recettes. Mais de l'autre côté, l'autre recette, c'est de dire non, il faut enlever les charges sur les entreprises. Ceci étant, alors après, je pense que il y a la question du droit du travail qui est en train d'être négocié. Mon ami Rémi Vincent va peut-être intervenir après. Ce que je souhaite aussi, puisque en fait, il y a aussi un crédit d'impôt sur les entreprises de 20 milliards qui est en train d'être mis en place. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les entreprises vont avoir un retour de 20 milliards d'euros. Bon, après, sur l'emploi en tant que tel, il faut aussi que tout le monde... Alors, c'est vrai qu'il y a une grande concertation sociale réunissant tous les partenaires sociaux. Une réelle concertation sociale, ça aussi, c'est une grande chose, une grande surprise par rapport au quinquennat précédent. Et c'est vrai que tous les partenaires sociaux sont autour de la table. Et s'ils n'arrivent pas à trouver un point de fonctionnement, le gouvernement, enfin l'Assemblée et le gouvernement légiférera. Et il vaut mieux que ce soit les partenaires sociaux qui trouvent un point de fonctionnement que le gouvernement. Donc le MEDEF et les syndicats négocient. Alors après, là aussi je pense que, connaissant un petit peu les positions du Front de gauche, je pense que Rémi interviendra. Mais... notamment les syndicats souhaiteraient que l'on passe à des CDI pour tout le monde et non pas des CDD. Donc ça veut dire que peut-être qu'il va falloir aussi peut-être un peu alléger les charges. Enfin bon, il va falloir trouver un point de fonctionnement. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté politique d'arriver à ce qu'il y ait plus d'emplois proposés. Alors ça, je suis pas sûr. Mais que Rémi, sans compter les emplois et d'avenir qui sont mis en place et l'accompagnement pour les pré-retraites avec un emploi pris pour avoir un transfert notamment de connaissances. Il y a aussi ça qui est intéressant. Avant de passer à Rémi, Johan, l'emploi, est-ce que le gouvernement prend ce dossier par le bon bout ? Je pense pas. Je pense que hier j'entendais que 11% des Français se montrent optimistes sur ce qu'a dit François Hollande, le fait de renverser la courbe du chômage. Déjà ça fait très peur. On parlait des emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, ça date. C'est comme le contrat de génération, c'est du vu et du revu. Martine Aubry disait, j'ai noté, le 15 septembre 2011, le contrat de génération coûte cher, je le sais, je l'ai essayé. Mais on était dans la primaire, Johan. Oui, mais non, mais ce qui a été dit a été dit. Il me semble qu'à l'UMP, on aime bien nous ressortir des phrases qui ont été dites pas forcément au bon moment. Je pense que c'est du vu et du revu. Il y a 671 000 demandeurs d'emploi qui ont moins de 25 ans. On leur propose quoi ? Des emplois aidés, des emplois
emplois financés, des emplois qui vont coûter cher, qui vont rien amener. Ça va être une petite goutte d'eau, ça va durer 3 ans, c'est pour faire plaisir, c'est pour faire du clientélisme dans les municipalités, on le sait très bien. Je pense que c'est une grave erreur du gouvernement de ne pas prendre le problème tel qu'il est dans son ensemble et d'avancer. Il faut des réformes qui soient plus courageuses que des contrats aidés. Par contre, Johan, le contrat de génération dont tu parles a un mérite, c'est qu'il prend en compte quand même les seniors qui avaient été les grands oubliés. Et alors là, je mets gauche et droite confondus depuis toujours. C'était un sujet qui n'avait jamais été abordé. Oui, c'est quelque chose qui coûte 2,3 milliards d'euros par an. Alors certes, ça a une belle image, ça donne l'impression que dans toutes les entreprises, il y a quelqu'un qui va partir à la retraite, qui va former un petit jeune. C'est beau, je ne suis pas sûr que c'est ça qui va régler le problème du chômage, c'est ça la vraie question. Si c'est l'emploi priorité numéro 1 des Français et du gouvernement, c'est pas avec des contrats de génération qu'on va y arriver. Bon, Rémi, il prend des notes, il est studieux, il est bien calme ce soir, ça me trouble presque. Je suis inspiré ce soir, Thomas. Non, bon déjà... les leçons d'économie de la droite, c'est bon, stop. Ça fait 10 ans qu'on a de la droite. Ça, c'est pour Patrick et Johan, ça, c'est fait. La politique de l'offre, de dérégulation, le travail est trop taxé, pauvres riches, faites-les payer moins, ils recruteront. C'est bon, les promesses, on les a depuis le début. Baissez les impôts, vous inquiétez pas, ils recruteront des jeunes. On les a depuis le début, on n'y croit plus. Moi, ce qui me désole, c'est que le PS, malheureusement, a adopté cette politique économique qu'on appelle la politique de l'offre. C'est-à-dire baisser les soi-disant charges qui ne sont pas des charges, mais qui sont bien des cotisations, avec cette logique que moins le capital paiera et donc moins le travail coûtera, et plus ils embaucheront et créeront des emplois. C'est ce qui me désole, c'est que c'est ce virage social-démocrate et social-libéral du Parti socialiste qui nous amène droit dans le mur, parce que partout les sociodémocrates en Europe, là où ils enchaînent les plans d'austérité, et bien après chaque plan d'austérité, c'est pire. Oui, mais on peut dire aussi, Rémi, que les charges augmentent depuis des années, que... l'emploi plonge aussi. C'est pas la taxation sur le travail qui est la variable d'ajustement du niveau d'emploi. L'économie, elle a besoin de respirer. Les entreprises, les chefs d'entreprise ont besoin de carnets de commandes remplis. Ils ont besoin de consommateurs qui viennent acheter les biens qu'ils produisent. Ils ont besoin d'une demande. La politique de la demande, c'est la solution, c'est pas la politique de l'offre. Et malheureusement, même les gouvernements qui se disent de gauche vont dans ce sens-là. Nous, au Front de gauche, on avait des positions très concrètes pour la relance de l'emploi. D'abord, c'est évidemment, il faut casser ce libre-échange qui délocalise, qui permet la délocalisation et la concurrence avec des travailleurs qui sont exploités et des esclaves qui travaillent à l'autre bout du monde et qui sont du coup en concurrence avec nos travailleurs. Donc, premier point, quitter l'Union européenne telle qu'elle est et mettre en place des mesures protectionnistes. Ensuite, il y a un formidable, j'aime pas employer ce terme, ça fait très capitaliste, mais un formidable débouché et un formidable avenir pour notre société, c'est ce qu'on appelle la crise écologique et sa sortie qui sera la planification écologique. Il y a des millions d'emplois à créer sur ce terrain-là. Et une vraie politique de la demande, enfin, ça prend forcément en compte l'augmentation massive des salaires, qui, elle, engendrera une augmentation de la consommation, donc une augmentation des carnets de commandes qui se rempliront, et donc des créations d'emplois. C'est la solution, et malheureusement, uniquement la gauche et le Front de gauche proposent ça. Tous les autres partis sont dans une logique de la politique de l'offre qui nous mène et non seulement à une crise de plus en plus grave et à la ruine, et en plus qui mettent les peuples à genoux, parce que c'est les peuples qui payent l'austérité et la dette qu'ont accumulé tous les dirigeants depuis 30 ans. Non mais d'accord, Rémi, mais sans chef d'entreprise, il n'y a pas d'emploi non plus. C'est pas le chef d'entreprise qui crée les emplois, c'est l'entreprise. Des travailleurs qui s'associent. Rémi, il y a des chefs d'entreprise qui ont eux-mêmes conçu leur entreprise, qui ont eu l'idée du concept, etc. Et nous avions une proposition à destination des petites entreprises, car nous reconnaissons que c'est elles qui créent le plus d'emplois, et c'est elles qui croulent sous les charges par rapport aux grandes entreprises du capital, qui, elles, accumulent des milliards. Les petites entreprises, qu'elles ont besoin, je l'ai dit, carnet de commandes, donc il faut absolument une politique de la relance, et en plus, elles ont un gros souci en termes d'accès au crédit. Aujourd'hui, une petite entreprise, elle emprunte en moyenne à 6 ou 7% sur le marché. Nous proposions une banque publique d'investissement, un pôle public d'investissement qui prête aux petites entreprises à 0 ou 1% pour permettre d'innover et de ne plus avoir ces problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, les petites entreprises, elles ont des problèmes de trésorerie et de commandes. C'est là qu'on va retisser un véritable tissu économique, qu'on va recréer des emplois en France. Par rapport à ce que disait Johan sur les contrats aidés, les contrats génération, les contrats d'avenir, etc. J'y crois pas, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense pas que ce soit une dépense inutile de l'État. Moi, l'État, quand il y a besoin de dépenser, ça me dérange pas qu'il dépense et on trouve l'argent là où il y en a. La question, sauf qu'il n'y en a plus, Rémi. Eh bien, on peut en taxer pour en récupérer.
La question... Là, on est dans de la philosophie. Non, on est dans la politique très concrète, et si on est aux commandes demain, on y arrivera, et je vous assure que ça sera fait en quelques décrets, en quelques lois. Le problème des contrats aidés, c'est que c'est des centaines de milliers de contrats qui sont comme des petites rustines face à un océan de chômage qui, lui, est structurel. Alors, des centaines de milliers, voire 1 million de créations qui sont temporaires et très précaires, c'est pas la solution au chômage de masse. Le chômage de masse, il est dû à d'autres politiques de prédation et d'accumulation du capital. Patrick, vite fait pour finir sur ce chapitre de l'emploi. Oui, j'ai pas beaucoup parlé là-dessus, mais bon. Non, là, on vient d'entendre. Je t'ai entendu parler de confiscation des biens pendant que Rémi parlait. Non, mais on vient d'entendre en fait toute l'inculture économique de la France en général, d'ailleurs. Il faudrait des heures pour attraper tout ça, quoi. C'est pour en discuter. Non, mais déjà, Hollande, c'est la méthode Coué, quoi. Hein. On se convainc pour savoir, tiens, on va réussir on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais il ne sait pas lui-même. D'ailleurs, il l'a annoncé un jour. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Donc déjà, à ce niveau-là... Alors quelles sont vos propositions après, on vient parler de Keynes. Alors Keynes, Keynes, il a dit un jour qu'il fallait que l'État intervienne dans des situations uniquement de crise, et puis tout de suite, l'État doit intervenir en permanence. L'interventionnisme politique, on le connaît depuis, un siècle, 2 siècles. Donc aux médecins, puisqu'ils sont des fonctionnaires déguisés, nous allons dire ça. Je peux parler beaucoup de quand même, personnels qui ne sont pas fonctionnaires. Au lieu de m'interrompre. Je pense que donc tout ce qui est effectivement salarié privé parle bien dans le micro, Nicolas. Comment dire, vous savez très bien, fonction genre médecin, avocat, etc. Tous ces types-là qui vivent aux dépens de la société, il va falloir aussi qu'on en parle. Allez, Patrick, il faut en parler. Non, mais j'en parlerai lors des chroniques. Des propositions, Patrick, des propositions. Non, mais quand où vous me laissez parler, c'est où il y a de la censure, effectivement. Moi, je vous ai laissé écouter, je vous ai laissé parler. Faites de l'histoire. Je vous ai écouté, je vous ai pas interrompu. Patrick. Donc, laissez-moi parler. Donc, Keynes, quand on parle de Keynes, effectivement, Keynes un jour a dit qu'il faudrait que l'État intervienne lors des périodes de crise. Et puis on a pris, parce que même Keynes lui-même a dénoncé ce qu'il avait pu, ou ce que beaucoup de politiques ont compris par la suite, c'est qu'il devait intervenir dans l'économie. Et ce ne sont pas les politiques. Si les politiques avaient des solutions depuis des années, eh bien ça marcherait, puisqu'ils interviennent depuis des années. Il n'y a aucun pays libéral au monde en tant que tel qui existe aujourd'hui. Il n'y a que des interventionnismes politiques dans le monde entier. Alors, les 20 milliards... Ça veut dire quoi? Mais c'est qui, alors, qui doit diriger l'économie, Patrick? L'économie, il y a un terme qui est simple, qui s'appelle laisser-faire. Et nature. Pas la nature, l'organisation de la société. La nature. Bien entendu, mais ça marche, l'organisation de la société... Mais si, le laisser-faire marche. Et ça marche très bien. Bien entendu. Alors, je continue. Patrick, ensuite, je termine sur un truc très, très intéressant, puisque ça va être créé ce mois-ci. C'est la banque d'investissement pour les PME et PMI. 20 milliards d'euros, on nous annonce. C'est vachement important. La France, elle a 2000 milliards de dettes, il faut le rappeler. Et puis, elle a un déficit chaque année. L'année dernière, 65 milliards. Ou 20 milliards d'euros pour les PME, c'est une goutte d'eau. C'est tout. Je suis content de constater qu'il y a quand même un axe. C'est le deuxième. Dictature. Patrick, Rémi, sur la même chose. Ça me fait beaucoup rigoler. Mais comme quoi ils savent se retrouver quand il faut. La dictature, tous messieurs, avec Yuan, on est pour la dictature. Donc. Messieurs, on clôt les sujets nationaux et on se retrouve toujours sur les ondes de Radio Axe Sud, mais aussi sur la web TV du Journal Toulousain, juste après une pause. T'es contre ? Merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Axe Sud, mais aussi sur la web TV du Journal Toulousain, disponible sur le journaltoulousain.fr. Les chroniqueurs sont autour de la table. Patrick Aubin, Pierre-Nicolas Bapt, Rémi Vincent et Johan Rovita. Attention, je fais attention à la prononciation. Donc, ces chroniqueurs qui ont continué à sévir pendant la pause, messieurs. Maintenant, il va falloir reprendre. On a discuté de l'équipe de foot féminine de Muret. T'es quand même gonflé, Thomas. C'est vrai que j'ai le calendrier à mes côtés et ça vaut le coup d'œil. Je ne reprendrai pas les expressions que j'ai eues pendant la pause, mais je le pense. Patrick, nous allons commencer par toi sur le sujet local. 2013 va être l'année de la campagne municipale qui aura lieu en mars
2014. Est-ce que déjà, avant de rentrer dans le détail, est-ce qu'il y a un enjeu à l'élection municipale et si oui, lequel ? L'enjeu, de toute façon, il va dépendre du national. Inévitablement, toutes les élections intermédiaires nationales ont toujours en fait amené derrière un mécanisme en fait en fonction de la situation qui était et souvent un contre-pouvoir. C'est souvent un contre-pouvoir parce qu'en fait tous les gouvernements depuis des années ne mènent que des politiques interventionnistes et à chaque fois se cassent la figure. Donc les élections en fait locales qui suivent derrière font que c'est une bascule. Peut-être, Patrick, mais... et donc, depuis 10 ans... Tes voisins vont te dire que ça fait 10 ans que c'est à droite aussi. Oui, et bien justement, depuis 10 ans, la droite a perdu au fur et à mesure du terrain dans les élections locales, aussi bien au niveau des régions, des départements, que aujourd'hui, la tellement bien gauche... qu'elle a perdu le Sénat. La gauche, voilà, exactement. Hein, donc, on monte... Ça se voit bien, effectivement, que élection après élection nationale, et bien élection après aussi locale, la droite a perdu du terrain, en restant au pouvoir au niveau national. Alors, localement, quel est l'enjeu, Patrick ? Là, on a bien compris le mécanisme local national. L'enjeu, il va être surtout au niveau de l'intercommunalité. Si les équipes municipales qu'il y a aussi bien à Toulouse que dans les différentes villes n'arrivent pas effectivement à voir que l'enjeu, il est à ce niveau-là, donc avec l'économie, puisque derrière l'intercommunalité c'est l'argent des entreprises, eh bien on n'arrivera pas effectivement à trouver quelque chose qui puisse dynamiser le secteur. Et ça veut dire quoi là ? Ça veut dire que Midi-Pyrénées, si on regarde bien au niveau des chiffres en termes d'impôts, est une des régions qui prélève le plus sur le plan fiscal en France. Donc si les entreprises américaines quittent d'ailleurs la région, c'est qu'il y a une véritable raison. La fiscalité est beaucoup trop confiscatoire. Et Midi-Pyrénées est, je crois, la 3e région en France sur le plan... Ensuite, il y a le département aussi de Haute-Garonne qui est très Donc, si je important. suis le raisonnement, Patrick, quand en mars 2014, donc les Français vont aller voter au municipal, il faudra qu'ils aient en tête qu'en élisant, par exemple, le maire de Toulouse, ils vont plutôt élire le président de l'agglomération. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Pierre-Nicolas. Alors, je pense que Patrick a parlé de l'enjeu économique. Il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu politique. Les municipales donnent le plus gros bataillon de grands électeurs pour les sénatoriales. Les sénatoriales suivent parce qu'en fait... Ah ben ça, ils s'en sont aperçus. Il y a 3 élections en fait en 2014. Il y a les municipales, les européennes et les sénatoriales. Alors là, on parle des municipales et de leur induction, des élections induites, entre guillemets, des sénatoriales, puisque les municipales donnent les plus gros bataillons des grands électeurs pour les sénatoriales. Je pense qu'effectivement, et là je rejoins Patrick, aux élections intermédiaires, régulièrement, le pouvoir national est battu, et donc, si tout va mal... Enfin, ça se voit surtout au municipal, sur les grosses villes, ça se voit moins... Oui, mais c'est justement, c'est eux qui donnent le plus. Donc, au sénatorial, je pense que, malheureusement, puisque notre majorité est de peu de sénateurs, je pense que le Sénat rebasculera à droite. Tandis c'est pas grave, ce n'est que le jeu de la démocratie, quand même, il ne faut pas non plus... Bon. Ça, c'est sur ce point-là. Deuxième, j'aimerais intervenir aussi sur le point des communautés d'agglo, des communautés de communes, etc. Autant que je me rappelle, sur la liste des municipales seront fléchés les futurs conseillers territoriaux. Pardon, les futurs conseillers intercommunaux. Donc là aussi, pour répondre à ta question... on va savoir quand on vote pour la tête de liste et pour les X qui vont suivre. Mais moi, c'était pas la question. Non, moi, mais c'était la question de l'enjeu. Quels seront les prochains conseillers intercommunaux. Troisième point sur la région Midi-Pyrénées. Après, on peut dire ce que l'on veut. Il n'empêche que Toulouse Métropole, elle est ce qu'elle est, grâce à l'effort de Pierre Cohen, quand même, hein, qui, à marche forcée, a fait rentrer Toulouse dans une autre dimension. Sinon, à peu de mois près, on n'y rentrait pas et on serait resté peut-être une bourgade de second ordre. Mais on n'est toujours pas métropole, quand même, officiellement. On a la marque Toulouse Métropole. Mais on va y arriver, doucement. Ça, je pense qu'on va y arriver. Et pour en revenir à la région, c'est vrai aussi que Martin Malvy, après, sans s'il avait fait, mais moins, mais Martin Malvy a essayé quand même de dynamiser les autres départements qui sont autour de la métropole pour éviter que la métropole ne pompe trop
les ressources vives. D'où... Alors c'est vrai que ça coûte cher. Les routes, les terres et les Oui, lycées. c'est le désenclavement des départements. Ou le remaillage. Bon, voilà. Alors après, c'est vrai que là aussi, on peut discuter ad vitam, mais on pourra discuter à Patrick tout à l'heure, maintenant ou plus tard. De toute façon, je pense qu'il ne changera pas d'avis. Mais à un moment donné, pour que les entreprises se développent, il faut aussi quand même qu'elles aient quelques moyens de transport. Et notamment, et là, je vais piquer un petit peu Patrick, que pense-t-il de l'autoroute qui va sur Castres ? Qui pourra aller sur Castres ? Patrick, Toulouse-Castres. Non, Toulouse-Castres, c'est pareil. Bon, en fait, le contexte aussi bien... Non, mais c'est pas pareil. Est-ce qu'il faut... Mais c'est avec les impôts. Voilà. Non, je dis non. Je dis non. À partir du moment où les entreprises elles-mêmes... Non, mais c'est comme tout. Si vous ne disposez pas de l'argent et que vous n'avez pas effectivement des entreprises qui sont volontaires pour dire il faut effectivement mettre en place des moyens pour financer, c'est pas à faire. Si vous prenez l'argent des entreprises qui investissent pour aller faire des autoroutes et que derrière elles n'ont plus de quoi investir, ça sert strictement à rien. Donc je pense que les entreprises qui sont autour de Foix, autour de Auch, autour de Cahors, autour de Montauban, ça, vont être vraiment très contentes d'entendre ce que tu dis, puisque finalement, si Martin Malvy et l'État n'avaient pas, à un moment donné, investi dans les routes... Eh bien, il y en a d'autres qui l'auraient fait. Parce que, mais tu peux pas toujours dire... Il y en a d'autres. Malheureusement, c'est pas vrai. Et non. C'est pas vrai. On va pas revenir au 19e siècle, où chaque fois, il y avait des chemins de fer, des sociétés de chemins de fer autonomes les unes par rapport aux autres. Et d'ailleurs... restant dans le 20e, regardons ce qui s'est passé avec la société de métro. Non, Pierre-Nicolas. Faut arrêter, quoi. Allez, le président du tribunal donne la parole à Rémi Vincent. Oui, alors pour les municipales, il y a quelque chose qui va être très intéressant. Déjà, c'est que les citoyens vont se rendre compte, par les débats politiques qu'il va y avoir, que l'austérité ne frappe pas uniquement au niveau de l'État, mais que les collectivités territoriales sont très lourdement frappées par cette austérité. Et il y a une baisse des dotations publiques qui est annoncée. Exactement, et que la moindre mesure d'austérité au niveau national se répercute jusqu'à la petite entreprise via les marchés publics que passent notamment les collectivités territoriales. Deuxièmement, ça va être intéressant, sur le fond, le Front de gauche va avoir plusieurs axes de campagne prioritaires. Ensuite, je parlerai un petit peu de la cuisine politicienne, comme je sais que ça intéresse certains. Dit-il en me regardant. Non, mais je sais que les journalistes sont friands aussi de tactique et d'alliance. Donc sur le fond, il va y avoir des thèmes de prédilection du Front de gauche, évidemment. La question du logement, avec une politique de logement solidaire et des réquisitions quand il le faut. La politique de gestion des biens publics, notamment de l'eau. On a vu que dans tous les endroits où l'eau était municipalisée, ça se répercutait par une baisse des tarifs pour les usagers. Alors, c'est à signaler, parce qu'on est à Muret, que la mairie de Muret a décidé de remunicipaliser la régie de l'eau et que ça équivaut à peu près 28%, 28% de baisse concrètement pour l'usager. La collectivité y gagnera, les usagers y gagneront, donc les intérêts généraux et particuliers y gagneront. Et les mauvaises langues diront, si c'est possible à Muret, c'est possible à Toulouse. Exactement. Ce qui devait être prévu, normalement, c'était au débat et on attend toujours que le dossier revienne sur la table sérieusement. Et enfin, il y a la question de la démocratie directe et locale pour donner vraiment un vrai pouvoir aux citoyens au niveau local par les budgets participatifs et les conseils participatifs. Et enfin, d'un point de vue politique et du paysage politique, pour nous, ça va être très, très important parce que ça va poser les jalons pour nous d'une potentielle future alternative à gauche. Une alternative avec ceux qui sont d'ailleurs aujourd'hui dans la majorité, mais qui commencent à s'en mordre les doigts parce qu'ils voient bien que l'austérité ne mène à rien et mène même au pire. Et pour nous, ça va être les jalons, je pense, d'une nouvelle majorité et que le Front de gauche allié avec d'autres formations au pouvoir, ça n'est plus quelque chose dont on se moque sur les plateaux de radio ou de télé quand on voit les excités du Front de gauche. Mais je pense que ces élections, suivies des élections européennes, suivies des autres élections, tout en étant présent dans la rue et dans les luttes évidemment, je pense avec les premiers semis d'une nouvelle politique à gauche, une politique de gauche, de politique de la demande et qui refuse l'austérité et qui refuse le libre-échange. Donc pour ceux qui espéraient voir Rémi Vincent sur la liste de Pierre Collet au premier tour, c'est raté, j'ai bien compris. Il y aura une liste Front de gauche autonome du PS. J'ai bien compris. Ça me semble logique. Johan, l'enjeu de ces élections municipales,
Le premier enjeu, c'est quand même de faire le bilan de Pierre Cohen, de comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette ville, d'un point de Et vue... dans cet agglo, comme Et dans dirait cet agglo, bien sûr. Patrick. Notamment un point de vue sécurité, un point de vue de la propreté de la ville, des ambitions qui ont été données à Toulouse depuis que Pierre Cohen est au Capitole. Donc l'enjeu pour nous, je parle au nom de l'UMP, ça va être de porter haut Jean-Luc Moudenc, qui est donc le seul député à venir un peu embêter cette terre de gauche. Évidemment, il va falloir trouver toutes les forces et s'unir, unir la droite et le centre sur Toulouse pour partir fort face aux socialistes qui, pour l'instant, n'ont pas l'air quand même très unis. Il suffit de voir Pierre Cohen en conseil municipal, ça a l'air relativement difficile et tendu, moi je trouve. Donc, Johan, si on t'écoute, on a l'impression que tout va bien entre l'UMP et le centre. C'est pas encore le cas non plus. Tout va Donc, bien. La gauche ne s'entend pas forcément, mais la droite non plus. Non, mais bon, on a le temps de monter des projets. Il y a des personnalités, il y a des talents partout, à l'UDI, à l'UMP, au Nouveau Centre, partout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il va falloir s'unir, il va falloir être fort. Je pense que la liste unique pour l'UMP, pour l'UDI, c'est une évidence. Il faut partir unis et fort. Et je pense que les Toulousains en ont marre de Cohen et ils le diront dans les urnes, il n'y a pas de problème. Si je peux juste un point, là où je suis d'accord avec Johan, c'est que la situation politique dans 2 ans ou dans 1 an et quelques mois ne sera absolument pas la même de celle d'aujourd'hui. Je pense, mais après c'est un pari sur l'avenir, que le gouvernement ne va pas réussir ses objectifs. Et je pense qu'il va y avoir une sanction vis-à-vis du gouvernement. Alors cette sanction, moi je la souhaite pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la situation va s'empirer ? Je pense que le gouvernement ne prend pas les bonnes mesures et que la situation ne va pas s'améliorer. Elle va peut-être stagner ou s'empirer, mais on ne sortira pas de la crise avec ce gouvernement. Et je pense que les municipales risquent d'être une sanction pour la majorité autour du Parti socialiste. Et je souhaite que les électeurs de gauche qui ont voté à gauche en 2008, et notamment pour François Hollande, se tournent et écoutent et osent voter pour nous, parce que beaucoup auraient voté pour nous au premier tour des présidentielles, mais n'ont pas osé, parce qu'il n'y a pas eu ce déclic de crédibilité, et c'est pour ça que on travaille beaucoup à cette crédibilité, à faire connaître nos idées, et le fait qu'on serait de bons... ce que je comprends pas, là, Rémi, c'est que, quelque part, si je vous entends avec Johan, vous dites à peu près la même chose sur le constat, sauf que si vous vous présentez Front de Gauche... Au premier tour, au second tour, de toute façon, vous serez avec Pierre Cohen. Non, mais si on se présente au premier tour, c'est pour être en tête au premier tour de la gauche. C'est pour gagner. On fait pas de spéculations comme ça, sinon on se laisse enfermer par des questions qui, dès le début du débat, nous disent « Mais de toute façon, vous êtes condamnés à être les satellites du Parti Socialiste, comme le sont les Verts et le Parti Radical de Gauche. Et du coup, vous n'êtes plus une force de proposition alternative. Nous, le Front de Gauche, quand on se présente à une élection, c'est pour la gagner. Et puis si on la perd au sort du premier tour, on discute et on voit ce qu'on peut faire au second. Soit on soutient quelqu'un, soit on soutient personne, soit on fusionne, soit on se maintient. Enfin, il y a plein de scénarios possibles pour le second tour. Je suis pas là. Moi, si je vais sur une liste avec un vrai projet, avec des militants derrière, un projet pour Toulouse à gauche, c'est pour être élu, évidemment. Je ne peux pas dès maintenant vous dire qu'on va perdre et que Pierre Cohen sera réélu ou que Jean-Luc Moudenc sera élu. D'accord. Alors, puisque tu parlais de cuisine, alors on va rentrer dans la cuisine, puisque tu as le PRG à côté de toi. Donc aujourd'hui, quand même, soyons clairs pour les auditeurs, dans la plupart des majorités municipales qu'il y a dans ce département, le Front de Gauche, le Parti Radical de Gauche, les écologistes et le Parti Socialiste fonctionnent ensemble. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. À Toulouse, oui. La dernière fois, tout le monde est parti ensemble. Oui. Donc ça veut dire que là, si j'entends bien, tout le monde va partir en ordre dispersé. Tout le monde, ça dépend qui tout le monde. Non, voilà. Le Front de Gauche n'existait pas en 2008 aux dernières élections. Non mais d'accord, mais le Parti communiste existait. Le Parti communiste et les membres d'aujourd'hui qui étaient au PS à l'époque et qui sont maintenant au Front de Gauche avaient été dans une autre stratégie d'alliance. Il y avait encore... Et puis c'était un autre contexte, la crise n'était pas si forte qu'aujourd'hui. Et le PS n'était pas encore au gouvernement et ne menait pas ses politiques d'austérité. Maintenant, on a plus à lui reprocher et on est en grande divergence, notamment vis-à-vis de sa politique nationale. Donc là, il y a beaucoup plus de raisons pour moi de couper le cordon avec le Parti Socialiste dès le premier tour. Alors Patrick... toi qui es élu dans l'agglomération toulousaine, est-ce que tu tiens le même discours que Johan ? Est-ce que l'UMP et les partis centristes doivent partir ensemble ? Est-ce que tout le monde doit être uni ? Le tout, là j'entends parler d'un côté politique d'austérité, donc s'il ne veut pas de politique d'austérité, c'est-à-dire qu'il va continuer à faire de la dépense publique, à n'en plus finir, et donc on va continuer encore à avoir un peu plus de dettes, avoir un peu plus... On augmente les impôts sur le capital et les plus riches. On vous dit qu'on a autant de recettes que de dépenses. Tout à l'heure, j'entendais dire qu'on allait pouvoir faire sans les riches.
Donc, s'il n'y a pas besoin des riches, ça ne sert à rien de les taxer. Le PG a émis C'est- un non, mais- document qui s'appelle un contre-budget. Ben, notre budget est équilibré. C'est un on peut budget dire, si les du parti riches, de on gauche les laisse avec partir. les dépenses qui correspondent aux recettes. Si les riches, on les laisse partir, si on n'a pas besoin d'eux, si on peut faire sans eux, eh bien, ça veut dire quoi? On ne peut plus les taxer. Donc, si on ne peut plus les taxer, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais les amis, on va pas repartir sur Non, ce ça- débat-là. non, Il n'y a mais pas ça que les revient- riches qui sont taxés. Attendez, Arrêtez, quoi. La question, Ça veut dire que monsieur veut dire l'austérité. Il n'y a pas besoin des riches. Alors apparemment, si on ne fait pas d'austérité, c'est qu'on fait de la dépense publique à n'en plus finir. Donc on crée de la monnaie de singe, comme d'habitude, et puis on y va, et puis gaiement, et puis on va vers la misère la plus totale. Messieurs, on va pas repartir sur. Sans repartir. sur Non, mais ce c'était dossier. juste parce que j'avais Alors, noté le mot je austérité parle par à rapport à l'élu. ça. Je parle à l'élu, Patrick. Est-ce que, comme Johan, l'opinion est qu'il faut absolument que l'UMP, l'UDI, que tous les. Oui, je que dis tous il faut travailler non pas au niveau uniquement toulousain, il faut travailler au niveau de l'intercommunalité. C'est sûr, de toute façon, il faut essayer de voir effectivement quelle politique il peut être menée pour à la fois effectivement dynamiser, de toute façon, c'est indispensable, c'est dynamiser le secteur économique, c'est la chose essentielle. Et vous êtes extraordinaires, les politiques. La question, c'est est-ce que vous devez partir Mais je viens de ensemble le dire. Je viens de le dire. Non, Je viens de le dire. Il faut effectivement partir sur des idées d'abord et dire le principal, c'est dynamiser effectivement le secteur économique. Donc ça veut dire quoi? Dynamiser, c'est de leur redonner des capacités à pouvoir investir, à pouvoir effectivement recréer des emplois. Et donc il faut diminuer les impôts, diminuer la dépense publique, et donc de voir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire sur l'ensemble des communes de la région. Donc, si tout le monde est d'accord, à Tournefeuille comme à Toulouse, UDI et UMP fonctionnent ensemble. Si effectivement l'UMP eux-mêmes veulent effectivement travailler sur un programme de désendettement effectivement de la région, puisque c'est une des plus endettées de France. Enfin, Johan faisait le reproche à Pierre Cohen que les rues étaient moins sûres et étaient plus sales. C'est pas les entrepreneurs qui vont aller laver les rues sans qu'on leur demande. Hein. C'est la dépense publique, ça. Bon. Eh ben, on privatisera les rues aussi. Johan, on va parler, pour terminer, là, de la cuisine qu'aime bien Rémi. Alors, on a parlé là, de la gauche. La question a été posée... Je pourrais répondre après- pour mon parti après. Absolument pas. Merci. Non, après, on finira par toi, Pierre-Nicolas. Johan, à Toulouse, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des discussions avec Jean-Luc Moudenc, avec Christine Deveyrac, avec René Bouscatel. Toi, tu t'es clairement exprimé tout à l'heure. Ton chef de file, c'est Jean-Luc Moudenc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut discuter en disant Jean-Luc Moudenc, c'est le numéro 1. Ça veut dire que déjà il faut écouter tout le monde. C'est pas Jean-Luc Moudenc qui va prendre la parole et écouter les autres. Tout le monde s'exprime, tout le monde vient donner son point de vue. Les discussions elles vont dans tous les sens. Jean-Luc Moudenc aujourd'hui député de la Haute-Garonne. Jean-Luc Moudenc il est président de l'UMP. Forcément que je soutiens Jean-Luc Moudenc, bien sûr. Christine. Ah non, mais c'était pas la question. Ce que je veux dire, c'est que c'est un point de départ de dire Jean-Luc Moudenc sera tête de liste. Pour moi, Jean-Luc Moudenc doit être tête de liste, bien sûr, parce qu'il est légitime, il est la force de notre parti aujourd'hui, il a la légitimité pour mener à bien cette ville, bien évidemment. Après, moi, j'ai connu très bien Christine Deveyrac, notamment à l'UMP. On a des personnalités qui ont des talents, qui doivent apporter leur savoir-faire, leur savoir-être. Et c'est dans ce sens-là que doivent être faites les discussions. Pour moi, pas de la cuisine politicienne. C'est d'abord, on travaille ensemble, on monte des projets ensemble, et c'est écouter tout le monde et prendre toutes les sensibilités, bien sûr. Pierre-Nicolas, qui adore analyser tout le monde à gauche, à droite. Non, moi, j'analyse rien du tout. Tu voulais dire, Pierre-Nicolas? Non, tu posais la question. Pour l'instant, en 2 minutes, tout le monde était parti ensemble. C'est vrai que pour 2014, comme disait notre ami Sauf Rémi. à l'époque, la LCR, mais qui... parce que, oui, Myriam Martin était partie. Elle avait présenté sa liste. Mais par contre, Pierre Cohen n'avait pas souhaité d'alliance entre les deux tours. Tout à fait. Mais après, il y a effectivement en 2013, nous avons une année de préparation des municipales. Donc le Front de gauche nous a indiqué qu'a priori, il y aurait une liste alternative à gauche. Rien n'est moins sûr pour les Verts, hein. On ne sait toujours pas. Nous, a priori, au Parti radical de gauche, on devrait suivre le Parti socialiste dans une liste commune. D'ailleurs... ça fait beaucoup d'inconnus quand même. Tout à fait, mais c'est ce que je voulais simplement dire. Souligner. D'ailleurs, après, d'aucuns se targuent d'avoir la voix de notre président. Il n'y a que la fédération qui a la voix de notre président. Et j'en parle d'autant plus que demain, on va le voir.
Donc, tu m'aurais posé la question demain soir, je t'aurais répondu. Alors, Encore mieux. Voilà. donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Parti radical de gauche, on est divisé à l'intérieur? Non, tu sais très bien qu'il y a des velléités aussi chez nous d'arrêter d'être toujours des supplétifs du PS et de se compter en tant que tel. Ce qui était mon cas d'ailleurs sur le canton 12. Hein. D'accord. Donc Voilà. ça veut dire demain le Je ne vais pas te dire que tout est ouvert, mais beaucoup de choses sont envisageables. D'accord, le Parti radical Voilà. de gauche met la pression sur le Parti socialiste. C'est Non. ça que ça veut dire. Non, mais non, si je lis non, le- non, tout est envisageable. Oui, c'est ça. Ouais, Voilà. On peut le dire d'une Ah, manière plus. Non, tu mets pas la pression. On met pas la pression. Il y a un an, tu mets pas la pression. Là, on est le 10 janvier ou le 9 janvier, tu mets pas la pression maintenant, c'est pas vrai. On termine l'émission. Est-ce que, Patrick, pour toi, l'agglomération toulousaine, objectivement, peut changer de bord politique? Le contexte national va permettre, oui, cet événement. Malgré une sociologie, malgré le fait Oui, que, malgré une que le sociologie. Parti Oui, là, socialiste en ait fait, tous les ce qui pouvoirs... va se passer, c'est que Hollande va encore plus. Aujourd'hui, il a combien 35%, je crois, d'insatisfaits. Jamais un président de la République, Ouais, sous la je 5e crois. République, Voilà. n'avait eu... Bon, il y a un encore taux aussi bas. 12 C'est aussi mois. la pire crise de la 5e République. 12 mois, une crise, il n'y a pas de crise particulière. Tout va il, bien, Madame disait, la il disait Marquise. ça il y a un an, donc dans un an, il est à 35%, il était à 60% au départ, il va se retrouver à 20%. 20% un trimestre avant les municipales. Bon, le peuple de gauche va rester à la maison. Et donc, effectivement, il peut y avoir un basculement de beaucoup de villes en France, de beaucoup de départements, de beaucoup de régions. Et donc de retrouver effectivement une France bleue. D'accord. Et en espérant que cette fois, cette France bleue, C'est effectivement, quand même. applique une politique qui soit véritablement libérale. Quoi. Jeu de mots de Pierre-Nicolas Bapt qui On n'est dit pas sur présence. on est hein. sur Radio Axe Sud, donc France Bleu, Ouais. tout ça. Bon, Rémi Vincent, Oui. est-ce que ça peut basculer? Ben, mathématiquement, si Toulouse bascule, l'agglo bascule. La question, c'est que pour moi, si ça bascule, ce sera pas à droite. Toulouse n'est pas de droite. Je pense que la droite est très affaiblie. Ses leaders au niveau national montrent un jeu assez pitoyable qui montre comment la 5e République rend fou les hommes quand même pour un poste, parce que l'élection interne à l'UMP Mais non, ils vont revoter. en 2012, c'est qui sera candidat présidentiel en 2017, donc qui sera peut-être président de la République. Donc du coup, forcément, ça suscite beaucoup d'appétit et beaucoup d'envie, jusqu'à la folie et jusqu'à se tirer entre eux, encore plus ridiculement que le PS l'avait fait à l'époque. J'en parle très tranquillement, j'étais au PS à cette époque-là, où on avait honte de dire qu'on était au PS. Évidemment que ça peut basculer. Nous, on fait un pari au niveau national, c'est qu'il y aura aussi une vague rouge de sanctions de la politique rose pâle. Et je voulais aussi souligner qu'il y a un risque du Front National dans beaucoup de coins en France où ils font des scores effrayants. Et il pourrait, sans dire qu'il y aurait une vague brune, il pourrait y avoir des points ici ou là de vague brune, aidés en grande partie par le glissement idéologique de l'UMP des dernières années, qui va de plus en plus sur ce terrain-là, et qui, à défaut d'assécher le Front National et ses voix, donne plutôt du crédit à ses idées. Et quand on imite, en général, les électeurs préfèrent l'original à la copie. Et c'est vraiment vérifié. J'ai peur que l'UMP n'ait joué le jeu du Front National et qu'on s'en prenne le premier retour en 2014. Bon, Johan, alors bien sûr, tu vas me répondre oui, ça peut basculer. Écoute, tout le monde est d'accord visiblement. Ça peut et ça va Tout basculer. le monde je pense. n'est pas d'accord sur la couleur Bon. vers laquelle ça va basculer. Non, je pense qu'il faut bien sûr, il faut que Toulouse retrouve de l'ambition, il faut que l'agglomération évolue, il faut que les Toulousains aient des réponses concrètes aux problèmes qui se posent aujourd'hui, de transport, Je reviens encore sur le thème de la sécurité, mais... Une proposition. Pardon ? Des propositions, Johan. Non, là, la prochaine émission. Ah bah oui, mais il n'y a que la gauche qui est censée apporter des propositions, et la droite gesticule en disant nous on est les mauvais gestionnaires et vous faites n'importe quoi. Et à un moment donné où il faut assumer ses responsabilités, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on n'a plus de propositions. Quelles sont les propositions de l'UMP pour... On fait pas de paris en fait, on fait pas de paris comme Non, mais ça en c'est disant... c'est des propositions. Messieurs, Johan. C'est des propositions, c'est le débat public et on fait des propositions aux citoyens. Mais je lui demande, je veux le mettre en valeur en lui demandant des propositions de l'UMP Qui est pour gentil. Toulouse. En tout cas, sur le thème de la sécurité... Sur le thème de la sécurité, je pense que l'UMP s'est assez prononcé à Toulouse, ne serait-ce que sur la vidéoprotection. C'est une thématique qu'on a abordée Qui ne plusieurs résout fois. rien. Vous voulez mailler toute la ville ?
Pas toute la ville, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire à Non, Toulouse. parce que Cohen est en train de le faire quand même. Nous, on s'est exprimé en tant que radicaux de gauche au sein du groupe socialiste, républicain et apparenté, mais Cohen est en train de le faire. Ouais, je pense. Donc vous voulez développer encore plus la vidéosurveillance. Après, ça Alors, n'engage que moi. Je pense que sur la vidéoprotection, Messieurs, on peut aller on va beaucoup pas plus entrer loin. dans les programmes ce soir. Johan, donc, finis ton argumentaire. Je vais y arriver. Ne te laisse pas perturber. Donc, non, je disais, je pense que Toulouse doit retrouver de l'ambition, qu'il faut répondre au ras-le-bol des Toulousains, et que ça, nous, la droite et le centre, on n'y arrivera que si on arrive à se parler, on arrive à s'écouter, et on arrive à monter tous ensemble un vrai projet. Et bien sûr que Toulouse reviendra une ville qui sera dirigée par un centre droit et par la droite, bien évidemment. Pierre-Nicolas, on va finir. Ça tombe sur moi. Ah ben oui, tu es le dernier à t'exprimer ce soir, donc applique-toi. Oui. Est-ce que Quelle est la question? Toulouse peut basculer? Ah bah évidemment, toutes les villes peuvent basculer. Ah ben non, mais ça, c'est la palisse. Ah ben oui, merci, ah ben, merci je te Pierre-Nicolas. réponds. Ben écoutez, c'est fini. Je te réponds, je réponds directement à ta question, effectivement, qu'elle peut basculer. Maintenant, je rejoindrai un petit peu l'argumentaire de Mais il va finir Rémi. au front de... il Non, va non, non, finir non, au non, front non, de non, non, gauche. non, non, non. Je dirais très simplement, c'est vrai que les Français ont eu... Alors, nous avons eu 40 ans de municipalité de droite, quand même. On va commencer par là. Quand on parle des transports, quand on parle... Oh non. Enfin, je vous rappelle que Dominique Baudis, c'était UDF. Oui, que Allié- Pierre Baudis vient de la gauche, quand même. Et qu'il y avait... Alors, il vient de la gauche. Et qu'il y avait des RPR. Et qu'il y avait des RPR, quand même. Qui, quand même... Mais une grosse proportion, quand même. Pas la moitié, mais une certaine proportion dans la liste de Pierre Baudis. Et que je sache... Et de Dominique Baudis. Et que je sache que Dominique Baudis n'était ni au PS, ni au Front de gauche, ni au PC. Ça n'existait pas, le Front de gauche, mais enfin... Ni au PC, ni à LCR, ni chez les radicaux de gauche. Enfin, en clair, il était bien à droite. Il était centriste. Il était bien à droite. Il était Il centriste. était au Il était CDS bien à droite. l'époque, il était au CDS. Non mais tu peux dire ce que tu veux, il était bien à droite. Il n'était pas à gauche. Donc s'il n'est pas à gauche, il est ailleurs. Donc il était ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche, il est donc à droite. Non, mais après Patrick vous ne tournez peut pas comme vous comprendre voulez quoi. Parce qu'il Bon. est à l'extrême centre. Donc je pense que Pierre Cohen et son équipe ont fait beaucoup de choses. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment la réhabilitation des berges de Garonne, par exemple, parce que ça aussi c'est un projet quand même. Avec le projet phare. Busquets, notamment. hein. Oui, oui, qui peut être quand même, à mon avis, très valorisant pour la ville, comme l'a fait, ça va vous faire plaisir, comme l'a fait Alain Juppé à Bordeaux. Hein, parce que... Johan, bien. Non, mais quand même, on connaît un peu ses classiques. Donc voilà, non, mais réellement, ou comme l'en fait aussi Colomb à Lyon, hein, on peut en citer deux ou trois. Donc le effectivement, mot de la fin. mais je ne pense pas que sociologiquement, la ville bascule à droite. Voilà. Très bien. Tel est le mot de la fin. Je vous remercie, messieurs, de m'avoir accompagné pendant cette heure de Zoom sur l'actu pour ce débat parfois animé, mais c'est ça qu'on aime. Merci à tout le monde. Je souhaite les meilleurs vœux à tous les auditeurs et toutes les auditrices, et plus particulièrement les joueuses de football. Fais voir le calendrier de Muret, peut-être. De Muret. Donc voici le calendrier, bien sûr, pour les téléspectateurs de la Web TV du Journal Toulousain. Merci à Christian Saint-Blanca qui est à la technique ce soir et qui est le président de Radio Axe Sud et qui nous accueille depuis la rentrée de septembre dans ses beaux studios murettains. À la prochaine, au mois suivant. Ciao. Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Ce soir, ça a été très chaud. Pourtant, on a parlé de la Russie. Et je pense que bientôt, tout le monde sera en Russie. Mais une super reprise. Il manquait Stéphane Beaumont, ce qui est quand même dommage, parce qu'il nous aurait un petit peu mis au pas, les uns les autres. Bon, Patrick est toujours aussi virulent sur les socialistes. Et le Front de gauche aussi. Bon, Johan est un petit peu fatigué ce soir, mais c'est marrant, ça ressemble à un débrief de « vous êtes un maillon faible ». Donc voilà. Mais personne n'était le maillon faible, donc l'essentiel c'est qu'on se retrouve et pour parler. Bon, ce soir, c'était une émission très intéressante. On voit que la lutte des classes est toujours d'actualité. J'ai fait face à deux adversaires de droite, dont un très à droite et l'autre penchant vers l'extrême droite, vu que étant de l'UMP. C'est un débat intéressant. Je me moque, mais c'est toujours intéressant de débattre avec des gens qui sont complètement opposés à nos idées. Et avec un membre de la majorité présidentielle, on a l'occasion de vraiment cliver sur les sujets importants d'actualité, surtout les sujets économiques. Et on voit que là, il y a une grosse bataille à mener pour le Front de gauche encore. Encore un bon débat, grâce à Thomas, grâce à tous les chroniqueurs. C'est toujours un bon moment pour partager, pour échanger. Évidemment, on est d'accord sur rien et au final, on se retrouve sur tout. Par avec le Front de gauche, c'est toujours plus compliqué. C'est toujours un pur bonheur de venir partager et je pense que c'est là que vit le débat public et que les partis politiques ont leur intérêt, c'est dans l'échange et dans le partage.